Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Quand on parle de logique, on parle de valeur. On s'établit, on se place en hauteur. Et je pense qu'il est très important de le retenir. Okay? La raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le diable. Au fait, le diable n'a plus de travail en Afrique. Il sait que c'est votre imbécilité, votre malhonnêteté, votre égoïsme va vous détruire. Le diable n'a plus besoin d'être là. Il n'est même plus présent. Il est trop occupé là-bas et de le temps vers l'Ukraine. Il n'a plus de temps en Afrique. Il sait que les Africains sont tellement... Voilà. Donc, il va tomber. Hier, Alexandre Yurievitch Laïf, Zelensky a déclaré que les forces armées ukrainiennes étaient toujours à Kupiansk. Que voulait-il dire par là, selon vous ? Kupiansk est déjà depuis plusieurs jours, c'est-à-dire plusieurs semaines, en fait, entre nos mains, totalement, entièrement. Il me semble que la direction de l'Ukraine s'occupe actuellement d'autres affaires, et non des questions liées à la situation dans la zone des combats. En général, on a l'impression qu'ils vivent sur une autre planète, et puis, étant constamment en déplacement pour quémander de l'argent, ici, sans doute, ils n'ont déjà plus le temps pour les affaires courantes, ni dans l'économie, et encore moins sur le front. En ce qui concerne Kupiansk, Kupiansk se compose de deux parties. Une partie, la plus grande, la principale, le centre-ville, se trouve sur la rive droite de la rivière. La partie la plus petite est située sur la rive gauche de la rivière. Les troupes russes contrôlent entièrement la partie de la rive droite, ainsi que la partie de la rive gauche, également entièrement et un peu plus au sud. Le long de la rivière, il y a encore une localité qui s'appelle Kupiansk-Uzlovoy. Là-bas, il y a, il me semble, 2000 bâtiments et des combats y ont lieu. Environ 600 bâtiments, ou plutôt près de 1000 déjà, mais 600 à 650 sont aux mains de l'armée russe. L'avancée continue. Je pense que dans quelques jours, nous prendrons aussi cette localité. Mais c'est une localité distincte. En outre, je rappelle que sur la rive gauche de la rivière, un groupe ennemi d'une force de 15 bataillons a été encerclé et les forces russes ont commencé à l'éliminer. Aliona Nefedova, Izvestia. Dans un avenir proche, vous allez rencontrer Steve Witkoff, qui est venu spécialement à Moscou pour cela. En fait, actuellement, le processus de négociation ne se déroule qu'avec la partie américaine. Pourquoi les Européens gardent-ils le silence ? Pourquoi sont-ils aussi éloignés de ce processus ? Ils sont vexés qu'on les ait écartés des négociations, mais je tiens à souligner que personne ne les a écartés. Ils se sont écartés d'eux-mêmes. Pendant un certain temps, nous avons eu des contacts étroits avec eux, puis, soudainement, ils ont rompu tout contact avec la Russie. C'était leur initiative. Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce qu'ils ont adopté la thèse d'infliger une défaite stratégique à la Russie et, à en juger partout, ils vivent encore dans ces illusions. Bien qu'ils comprennent, intellectuellement, ils comprennent que tout cela appartient déjà au passé, que ce n'est plus d'actualité. Ils ont pris leur désir pour des réalités à l'époque, mais ils ne peuvent pas ou ne veulent pas se l'avouer à eux-mêmes. Ils se sont exclus eux-mêmes de ce processus, premièrement. Deuxièmement, en observant que le résultat actuel ne leur plaît pas non plus, ils ont commencé à gêner l'administration en place des États-Unis et le président Trump, atteindre la paix par la négociation. Ils ont eux-mêmes refusé les négociations de paix et font obstacle au président Trump. Troisièmement, ils n'ont pas de programme de paix. Ils sont du côté de la guerre. Et même lorsqu'ils essaient, soi-disant, d'apporter certains changements à la proposition de Trump, nous le voyons très clairement. Tous ces changements ne visent qu'une seule chose, à bloquer complètement tout ce processus de paix, à avancer des exigences qui sont absolument inacceptables pour la Russie. Ils le comprennent, et ainsi faire porter à la Russie
la responsabilité de l'arrêt de ce processus de paix. Voilà leur objectif. Nous le voyons très clairement. C'est précisément pourquoi, s'ils veulent véritablement revenir à la réalité concrète, en partant de la situation actuelle qui se développe effectivement sur le terrain, comme on le dit si bien dans de tels cas, eh bien, nous l'acceptons pleinement et sans réserve. À propos de la déclaration de Sijarto, on peut aussi demander, aujourd'hui, Sijarto a carrément dit que nous pourrions nous retrouver en état de guerre avec l'Europe. C'est littéralement ce qu'il a dit aujourd'hui. Il dit que l'OTAN, dans sa partie européenne, se met en état d'alerte maximale, qu'ils prévoient de préparer leurs troupes d'ici 2029 et 2030 et le style d'un conflit armé. C'est en réalité quelque chose de très sérieux, presque sensationnel. Quelle est votre opinion à ce sujet? Sommes-nous vraiment en train de nous préparer à quelque chose? Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe décide soudainement de nous faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. La seule question, c'est à quoi? Si l'Europe commence soudainement une guerre contre vous, il me semble que ce serait très rapide. Ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons là-bas de manière chirurgicale, avec précaution, n'est-ce pas? Pour que... C'est clair, non? Ce n'est pas une guerre au sens propre, moderne du terme. Si l'Europe décide soudainement de commencer une guerre contre vous et la commence, alors il est tout à fait possible de mener. Il se peut que la situation évolue rapidement au point qu'il n'y ait plus personne avec qui négocier. V. Poutine. Honnêtement, je n'ai même pas encore reçu d'informations complètes et détaillées. Je sais que cela s'est effectivement produit, des attaques violentes contre des pétroliers dans les eaux internationales neutres, ou même pas neutres, mais dans les eaux territoriales. La zone économique exclusive d'un autre État, d'un troisième État. C'est de la piraterie, rien d'autre. Cela signifie qu'auparavant, les forces armées ukrainiennes tentaient qu'au mot de frapper nos ports maritimes. Nous avons répondu précisément. Nous n'avons pas commencé ces opérations par des frappes similaires. Je vous assure qu'elles sont bien plus efficaces et puissantes. Et cela concernait avant tout les navires, les bateaux qui livraient en Ukraine du matériel militaire, de l'équipement, des armes et des munitions. Et nous frappions exactement là où nous le voulions. Ce dont témoignent les explosions secondaires que nous avons observées grâce à la reconnaissance aérienne. Mais que font les forces armées ukrainiennes? En ce moment, c'est de la piraterie. Mais quelles mesures de rétorsion pouvons-nous prendre? Premièrement, nous allons élargir la gamme de telles frappes, les nôtres, contre les installations portuaires et contre les navires, les bateaux qui entrent dans un port ukrainien. Deuxièmement, si cela continue, nous envisagerons la possibilité, je ne dis pas que nous le ferons, mais nous envisagerons la possibilité de mesures de rétorsion à l'encontre des navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ses opérations, ses actions opérationnelles. Eh bien, la méthode la plus radicale serait de couper l'Ukraine de la mer. Dans ce cas, il lui serait tout simplement impossible de mener de telles opérations. Mais tout cela se ferait progressivement, par escalade. J'espère que ce qui s'est passé, le commandement militaire, le leadership politique, ainsi que ceux qui les soutiennent, réfléchiront à la question de savoir s'il vaut la peine de poursuivre une telle pratique.